TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 13, aussi appelé l'épisode Pastor Maldonado. Lord Pastor, comme il est souvent surnommé par les fans de Formule 1 pour ses nombreux accidents, est entré dans la catégorie reine de la course automobile en 2011 avec Williams et avec de la commandite, la PDVSA, une compagnie pétrolière financée par le gouvernement du Venezuela. Lors de sa première saison, le Vénézuélien inscrivit une 10e place au Grand Prix de Belgique, marquée par une altercation entre guillemets en piste avec Lewis Hamilton lors des qualifications. Maldonado fut pénalisé pour avoir causé l'accrochage avec l'Anglais. En 2012, il se fait remarquer pour les bonnes et surtout pour les mauvaises raisons. La bonne, c'est en remportant le Grand Prix d'Espagne à la surprise générale de la Formule 1. Profitant de la disqualification de Lewis Hamilton en qualification, Maldonado hérita de la pole position, mais aussi d'une excellente stratégie lui permettant de revenir devant Fernando Alonso lors de la valse d'arrêt au puits. Encore aujourd'hui, il est le dernier pilote à remporter une course avec Williams. Au cours de cette même année, Lord Pastor est impliqué dans de nombreux incidents alors qu'il montrait un énorme potentiel avec une voiture capable de marquer des points. Il finira la campagne 2012 avec 45 points. Au terme d'une année 2013 très difficile et battue par la recrue Valtteri Bottas, Maldonado quitte Williams et se joint à Lotus, amenant la PDVSA avec lui. En 2014, il garde sa réputation de maître des accidents avec un accrochage spectaculaire avec la Sauber d'Esteban Gutiérrez qui termine son Grand Prix de Bahreïn en tonneau. Il ne marquera que 2 points lors du Grand Prix des États-Unis où il termina 9e. 2015 fut légèrement mieux pour le Vénézuélien. La Lotus est munie d'un moteur Mercedes et il se retrouva dans les points aussi souvent qu'il accidenta sa voiture. À la fin de l'année, il récolta 27 points, représentant sa 2e meilleure saison en F1. Malheureusement, il perdit son volant avec Renault, qui racheta une Lotus en énorme difficulté financière, et la PDVSA, qui se retira de l'expérience F1. En 2016 et en 2017, Maldonado devint pilote d'essai pour Pirelli. En 2018, il revint dans la compétition dans le championnat du monde d'endurance de la FIA avec Dragon Speed en LMP2. Son équipage termina 3e au championnat de la LMP2, mais lors des 24 heures les 24 heures de Daytona 2019, il permit à cette même équipe de remporter l'épreuve dans la catégorie LMP2. Tout un personnage, ce Pastor. Alors au menu cette semaine, quel est le problème avec Sebastian Vettel? À moins d'une semaine du Grand Prix d'Allemagne, sa course nationale, le pilote va se ressaisir, surtout 12 mois après ce fameux accident qui lui a probablement coûté le championnat. On débat sur les moments relativement difficiles chez Renault, dont les objectifs ne semblent pas être atteints jusqu'à présent. On parle de la prolongation du contrat du Grand Prix d'Australie jusqu'en 2025 minimum. Et dans le segment En route vers la F1, retour sur la manche numéro 5 de la W Series disputée à Assen, aux Pays-Bas. Pour aujourd'hui, je serai accompagné de Marc-André Fortin afin de débattre sur les sujets au programme. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Oh oui, je vais super bien, merci. Est-ce que tu t'es remis de tes émotions du Grand Prix de Grande-Bretagne? Ça commence, mais c'est sûr qu'on espère avoir autant d'émotions lors du prochain Grand Prix en Allemagne. Ah, je nous le souhaite aussi, surtout après ce qui s'est
passé l'année dernière à presque pareille date. Oui, on se souviendra que Vettel avait perdu 25 points au, euh, au classement et de toute façon, on va en reparler très bientôt, mais on se souviendra de ce Grand Prix, effectivement. Oui, un Grand Prix qui a changé le cours de l'histoire de la saison 2018 de Formule 1. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs et c'est un départ. Alors, on va commencer l'épisode avec le Grand Prix d'Allemagne. Ben, en fait, c'est la raison pour laquelle le Grand Prix d'Allemagne est populaire. Sébastien Vettel, qui revient sur ses terres 12 mois après, justement comme Marc-André le disait, ce fameux accident où il menait le Grand Prix national alors que Lewis Hamilton partait de la 14e place après un problème hydraulique. Et devinez qui a gagné cette course? Lewis Hamilton. Exactement. Et comme on l'a dit, c'est une course qui a changé le cours de l'histoire 2018, puisque, entre-temps, Vettel n'a gagné qu'un seul Grand Prix en 12 mois, et c'était en Belgique, mais ce n'était pas suffisant pour rester dans la course au titre, et au fur et à mesure que les courses avançaient, Hamilton devenait de plus en plus dominant et il est devenu champion en 2018. Arrivé en 2019, on pensait que cette fois-ci, Ferrari allait vraiment donner du fil à retordre à Mercedes. Au résultat, au final, au moment où on se parle, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mercedes est en train de dominer la saison. Ferrari est passé proche de gagner deux courses, même trois, on va dire. Mais Sébastien Vettel, de son côté, accumule les erreurs depuis le Grand Prix d'Allemagne. Alors, posons-nous la question, quel est le problème avec Sébastien Vettel? Marc-André, peux-tu répondre à la question? C'est difficile à répondre, mais moi je pense que c'est pas seulement du côté de Vettel. On se souviendra que Ferrari fait beaucoup d'erreurs aussi, tant du côté stratégique. Ils ont de la misère à prendre des décisions rapides et à se positionner pendant la course, par exemple comme pour un changement de pneu tardif ou durant un drapeau jaune. Donc déjà là, lorsque une écurie est pas capable de prendre des décisions rapides sur la piste pour donner avantage à son pilote, c'est difficile pour celui-ci de bien performer, mais c'est certain que tout a basculé en Allemagne pour Vettel et il a accumulé, comme tu le disais, Abdou, les mauvaises performances depuis ce temps-là et ça mène à ce qu'on parle aujourd'hui de Vettel et de peut-être son futur même en Formule 1 peut-être. Oui, parce avec Ferrari. Oui, exactement, parce que depuis un certain temps, beaucoup de gens évoquent même la question de la retraite, ce que je trouve absolument stupide. Oui, moi aussi. Parce que on va se dire, c'est pas parce que un pilote connaît une mauvaise passe, même si Vettel à 32 ans, mais c'est une mauvaise passe. Je sais que il y a déjà eu l'année 2016 où la Ferrari était très mauvaise. Exactement. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas de sa faute, là. Vraiment, Ferrari avait complètement raté sa version de 2016. Mais je vais te laisser aller sur ce que tu disais, notamment. Oui, exactement, mais c'est facile de dire que Vettel va partir à la retraite parce que ça ne va pas très bien, parce que oui, il accumule les erreurs, la voiture n'est pas très bonne, mais chaque pilote a connu sa mauvaise passe. Même son plus grand rival actuellement, Lewis Hamilton,
est Ouais. passé par des moments difficiles. Je me souviens de 2011 où, oui, il était appliqué avec Felipe Massa avec quelques accrochages, mais c'était pas des performances aussi étincelantes comme on l'a vu, par exemple, chez Mercedes en ce moment, là. Mais Mais il était un petit peu plus jeune aussi, donc oui, c'est à ce moment-là où je me pose vraiment la question sur Vettel. Est-ce que aujourd'hui, ce n'est plus un manque de maturité, c'est peut-être son expérience qui ne réussit pas à mettre sur la piste présentement, là. ouais, exactement. Puis tu parles d'expérience, mais moi je me souviens dans le temps avec Red Bull, puis c'est là aussi je me dis est-ce qu'il est capable de supporter la pression. Euh, en 2000, en 2010, il a été impliqué dans de nombreux accrochages. Je me souviens même, l'ancien directeur sportif de McLaren, Martin Whitmarsh, avait qualifié Vettel de crash kid parce que lors du Grand Prix de Belgique 2010, Vettel qui se battait contre Jenson Button, lui est rentré dedans. Button a été obligé d'abandonner. Vettel, sa course était ruinée. Puis en plus, il a vu un accrochage avec la Force India de Vittorio Liuzzi. Puis tu remarqueras aussi au cours des 12 derniers mois entre Allemagne 2018 et même le Grand Prix de Grande-Bretagne, Vettel a souvent été responsable d'accrochage Ouais, et même de ces fameux têtes à queue. ouais, Donc, effectivement. tu vois que oui, Vettel est un numéro un, c'est un quadruple champion du monde assuré, assumé aussi. Parce que oui, il a été quadruple champion du monde avec une Red Bull qui dominait la Formule 1 à plusieurs occasions. Mais là, il est arrivé en 2015 avec un Ferrari qui essayait de se relever. Donc, oui, je crois qu'il y a de la presse, il a de la pression pour bien faire, mais aussi il veut que Ferrari revienne au sommet. Ouais, exactement. Et puis justement, tu parlais de pression. Souvent, j'évoque le fait que depuis 2018, Vettel a beaucoup de difficultés avec sa gérance justement de la pression, autant en Allemagne, notamment alors qu'il était premier et qui pas dominait, mais avait une avance au championnat sur Hamilton. Ouais. Et plus la saison avançait, plus il avait de difficultés. Mais tu mentionnais aussi qu'il était quand même quadruple champion du monde, donc il en avait déjà vu passer. Donc c'est là où j'ai de la misère à comprendre un peu son manque de sa difficulté justement à gérer cette pression constante lorsque le moment est venu de bien performer et de mettre la voiture en premier pour tenter de réussir le championnat. Oui, oui, vas-y, Donc, vas-y. tu sais, en Belgique, il a essayé de se sauver un peu, il a essayé de se sauver un peu avec sa victoire, mais on se souviendra aussi en Italie, alors qu'il a touché Hamilton Ouais. lors du premier tour. Il a brisé une partie de son aileron avant et a dû reprendre la course en dernier après un passage au puits. Il a malgré tout terminé quatrième, mais il aurait peut-être pu terminer plus haut s'il n'avait pas perdu le contrôle de sa voiture lors du contact avec Hamilton. Donc, c'est un petit peu ça qui vient qui vient mettre des questionnements sur Vettel. Oui, exactement. Et tu parles de ça, mais en même temps, je pense aussi qu'il y avait peut-être de la frustration aussi par le fait que justement la stratégie, lors des qualifications, quand Raikkonen a profité de toute l'aspiration de Ouais. Vettel pour partir en pole position, alors que c'était supposé être Vettel qui devait être premier. Et on se souviendra aussi que lors du départ, Vettel s'est complètement concentré sur Raikkonen et a un petit peu oublié qu'il y avait son grand adversaire Lewis Hamilton derrière. Donc c'est un petit peu là qu'il s'est peut-être fait déconcentrer. Donc c'est justement là sa difficulté à gérer cette pression qui en était une lors du Grand Prix de Monza, vu que c'était le Grand Prix de sa Ferrari. Donc c'est un peu là que je me pose des questions aussi. Oui, exactement. Puis, quand tu parles de manque de pression, j'en ai parlé aussi pour 2010, mais
2012. 2012 aussi, ça c'est ce qui m'a marqué parce Oui. que dans les dernières courses, surtout, il y a deux Grands Prix qui me viennent en tête. Grand Prix d'Abu Dhabi, il a été disqualifié parce que il lui manquait d'essence après la qualification et il a été obligé de partir de la ligne des puits. Je pense qu'il a été victime il a été dans un accrochage. Il a endommagé son aileron avant. Et une deuxième fois, lors de la voiture de sécurité, il est, il a frappé le panneau en polystyrène de DRS, puis il a mis le Uh-huh. blâme sur celui qui deviendra son futur coéquipier en 2014, Daniel Ricciardo. Heureusement, il a terminé troisième, mais là où ça comptait, là, il a commencé à perdre un peu patience, à sentir un peu la pression. Et l'autre Grand Prix qui me vient en tête, c'est Brésil. Le fameux, Uh-huh. le fameux Grand Prix de Brésil 2012, où non seulement il a un mauvais départ, mais il est impliqué dans un accrochage avec la Williams de Bruno Senna. Il a des dommages, mais heureusement, il fait une belle remontée, mais il aurait pu perdre ce championnat. N'eût été, par exemple, de Michael Schumacher, qui, moi, je pense qu'il a laissé passer comme ça. Mhm. Et même de l'accident de Paul Di Resta qui a mis fin à ce Grand Prix parce que je pense que c'était dans le dernier tour, puis ça a fini sur la voiture de sécurité. Ouais. Mais Vettel aurait pu perdre ce championnat n'eût été de ce Grand Prix du Brésil. Donc tu vois que là, il y a de la pression. Il y a de la pression, puis même, je pense à ça, il a peut-être un coéquipier plus rapide que lui en Charles Leclerc. Je pense que oui. Je pense que de plus en plus, Charles Leclerc prend avantage sur Vettel et Ouais. pas seulement dans ses... on voit que Charles Leclerc est allumé sur la piste, prend des décisions rapides et prend les bonnes décisions, est agressif, mais très conscient de ce qui l'entoure, beaucoup plus que Vettel présentement et bien et aussi mieux que son adversaire principal Verstappen présentement lors de ses débuts en F1. Donc on voit à quel point Charles Leclerc est solide présentement et ça met un petit peu de pression comme tu l'as dit sur Vettel. Oui, exactement, parce que si tu le remarques au Bahreïn, alors que Leclerc était en train de dominer ce Grand Prix, tu avais Vettel qui se battait contre Hamilton, puis comment ça s'est fini? Un tête à queue. Ouais, Donc, exactement. et là arrive ce fameux Grand Prix du Canada, dont on ne reparlera pas parce que je pense que on a fait assez le tour Oui, de cet événement, mais moi personnellement, je pense que la chute de la forme de Vettel cette année a peut-être vient du commencé, Canada. vient du Canada. Ouais, Parce je suis d'accord que avec toi. parce que peut-être tu le remarqueras, peut-être ces mots en conférence de presse où il dit je ne suis plus en amour avec la F1 qu'elle était Mhm. aujourd'hui. Oui, il y a eu oui, d'accord. Et sur le moment, il était en colère, mais je Il était pense frustré et tout, mais il, il a eu 2 semaines pour se calmer. Et là, les problèmes en qualification n'ont pas aidé. Là, ça fait quoi? Trois courses de suite qui ne se qualifient pas dans le top 5. ouais, Et là, bon, il a eu la joie de finir devant Hamilton en Autriche. Mais c'était, heureusement. heureusement, mais c'était dans un Grand Prix où la Mercedes était faible. Et selon toi, sa moins bonne saison est, est-elle en 2017-2018? Parce que lorsque je regarde un petit peu ça, on se souviendra que en 2017, Vettel menait le championnat de 14 points à la trêve estivale, donc après le Grand Prix d'Hongrie, donc il Mhm. y a 2 ans, à peu près, non, c'était le 30 juillet, donc pas à peu près jour pour jour, mais Ouais. il y a 2 ans. Vettel part à Monza en sixième position à Ah cause de oui. l'écurie qui avait pris des mauvaises décisions avec les pneus. Si je me trompe pas, là, Ah oui, ce Grand Prix-là, c'était
à domicile, Oui, sous la pluie. exactement. Sous la pluie et pendant les qualifications, Ferrari prend la décision de mettre des pneus intermédiaires, Ouais. alors que les autres, tout conscients de la situation, décident de mettre des pneus. Dans ce temps-là, je pense que c'était tendre, si je me trompe pas. Super tendre peut-être même. Non, je pense que il pleuvait encore, il y Ok, avait encore de c'était la des pneus de pluie. pluie encore. Ok, Ouais, je mais pensais que c'était le contraire. c'est juste Ferrari qui était Ferrari en fait. Ouais, exactement. Qui prennent toujours des décisions un petit peu bizarres sur le moment et Ouais, ensuite se rend compte que ce n'est pas la bonne décision. Et Vettel avait fait une sortie de route pendant cette qualification-là. ouais. Il avait terminé quand même troisième malgré tout, mais à la suite, ça a découlé avec la prise en sandwich avec Raikkonen de Verstappen. On se souviendra à Singapour, Ah oui. lors du départ, cette décision qui est complètement absurde et idiote de Vettel de couper un peu Verstappen. Oui. Donc, ça part un petit peu de là du côté de Vettel en 2017 qui, en début de saison, je croyais fermement que Vettel allait remporter ce Grand Prix, ce championnat. Ouais, Mais moi plus la aussi. saison avançait, plus je me rendais compte que Vettel allait pas être capable de terminer devant Hamilton. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas changé. Vettel commence bien ses saisons, amasse des points, gagne des Grands Prix, mais ne réussit pas à terminer le travail. Donc, on voit un peu que Vettel, justement, a peut-être un problème de pression, et en même temps, l'écurie ne l'aide pas avec des problèmes de moteur, des problèmes, justement, à prendre des bonnes décisions. Moi, je vais te dire, tu parles de mauvaise saison. La mauvaise saison de Vettel, à mon avis, c'est 2014. Parce que il, il est champion en titre avec tous les changements qui arrivent. On passe à un moteur V6 turbo hybride. Et il a un nouveau coéquipier, un autre Australien du nom de Daniel Ricciardo. Et arrive dans le premier Grand Prix en Australie. Vettel est éliminé en Q2. Il Uh-huh. part, il part, je pense, 12 ou 11e. Et t'as Daniel Ricciardo qui se retrouve sur la première ligne devant ses partisans. Devant ses partisans. Et il réussit même à obtenir un podium, même s'il il a été disqualifié peu de temps après, là. Mais Ricardo a été plus dominant Fumant. que. A été même très souvent plus dominant que Sébastien Vettel. Et pourtant, c'était la première année de Ricardo avec Red Bull. Oui. Et il est devenu le pilote qu'on connaît maintenant. Et là, Et la situation, elle va peut-être être identique avec Charles Leclerc. Je me souviens l'an dernier, lorsque la discussion venait à prendre, lorsque Ferrari a pris la décision de prendre Leclerc à la place de Raikkonen, ouais, plusieurs, dont moi, se demandaient à quel genre de saison on allait pouvoir s'attendre pour Vettel, parce que on comparait souvent justement cette saison 2014. exactement. Puis je pense que c'est en train de se reproduire. Parce que tu remarqueras, après déjà 10 courses, Leclerc a 3 points de retard sur Vettel. Ouais. Et toujours Ferrari protège son numéro 1 entre guillemets, Ouais, mais est-ce qu'ils le feront encore longtemps? C'est la c'est ça la question. j'ai hâte de voir. C'est parce qu'il y a à peine 2 semaines, Ferrari était très clair. Vettel allait avoir l'avantage. Mais Oui, est-ce qu'aujourd'hui, on est quoi? On est le 21? 21. Est-ce que ça va être encore ouais, comme au ça? moment d'enregistrer, oui. J'ai très hâte de voir le. Non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment peur pour Sébastien parce que oui, c'est un pilote que j'adore il n'est pas quadruple champion du monde pour rien du tout, Non, non, mais, il ne peut pas le voler, ses titres. Donc, mais c'est, mais c'est ça, c'est que je pense que durant sa carrière, il a souvent eu des pilotes où il était plus rapide que lui. Là, il a les 2 fois où il a un coéquipier qui peut le défier, ouais. il n'est pas capable de capitaliser. Et ces Et deux-là ont gagné un, un Grand Prix avant lui. ouais, exactement. Et puis, on parle justement de pilote qui peut le défier.
le mettre dans le coin. Est-ce que cette mauvaise saison-là vient avec la décision de ne pas reprendre Raikkonen, ou bien, tu sais, parce qu'on se souviendra que Vettel disait je veux Raikkonen, parce que pour lui, c'était un peu une assurance d'être le premier pilote. Est-ce qu'il sentait déjà là que Leclerc allait pouvoir le dépasser? Je me questionne un peu sur sa confiance aussi, à partir du moment même où Leclerc a pris la place de Raikkonen en F1 avec Ferrari. Ouais, exactement. Moi, je pense que oui, Raikkonen, c'est un très bon numéro 2 chez Ferrari parce que c'est quelqu'un de loyal, Exact. qui n'a pas peur de dire sa façon de penser. Mais pour gagner le championnat des constructeurs, je ne pense pas que c'était le choix parfait. Là, t'as Charles Leclerc qui arrive, c'est sa deuxième saison en Formule 1. Il est en train de faire ses classes. Mais là, t'as Vettel qui se défile. Donc, c'est pas plus optimal. Puis la question se pose, est-ce que, et c'est sûr, ce n'est même pas venu à l'idée de Ferrari, mais est-ce que pour la carrière de Leclerc, il aurait été préférable d'être jumelé à un gars comme Raikkonen, donc un gars qui est réputé pour justement dire sa façon de passer, bien faire à chaque Grand Prix, très constant, a de l'expérience, ne prend pas trop de mauvaises décisions. Donc, en plus, a justement cette expérience, il l'utilise bien. Donc, je me questionne un peu sur l'exemple que Vettel donne un peu à Leclerc, mais j'ai l'impression que Leclerc, présentement, n'a même pas besoin de prendre exemple sur un pilote parce qu'il est assez mature, même selon son jeune âge. Là. Moi, je pense que, personnellement, je pense que Vettel est un meilleur professeur que Raikkonen. Personnellement, je trouve. Je sais que même si Vettel est quelqu'un qui a l'habitude de craquer sous pression, je vois quand même Vettel capable de motiver ses troupes. Il l'a fait à plusieurs reprises avec Ferrari. Et je sais que même si il a en Leclerc un coéquipier qui va probablement finir numéro 1, ça c'est clair, net et précis. Ouais. Je vois que Vettel est capable d'aider, même si il a la mentalité peut-être d'être le numéro 1, comme ce qu'il a été avec Red Bull. Parce que Mark Webber, bon, c'était un bon pilote et tout, mais est plus âgé que Vettel, mais c'était pas quelqu'un qui allait se battre à chaque année pour le titre. Là, exactement, un peu comme Raikkonen. Ouais, exact. Mais moi je vois Vettel un meilleur professeur que Leclerc, que Raikkonen, pardon. Ben, c'est bien vu, mais c'est vrai que, puis à bien y penser, lorsque tu parlais, il a été champion du monde, donc il peut lui montrer un peu la voie, ce que Raikkonen n'a pas été capable de faire dans sa carrière. Donc, vu comme ça, c'est vrai que... Exactement. Et d'après toi, est-ce que justement, il y a l'ancien ingénieur de piste de Michael Schumacher, Luca Baldisseri, qui a qualifié Vettel de surcoté, second et simple lieutenant. Est-ce que tu crois qu'il est justement un pilote surestimé? C'est une très bonne question. J'ai l'impression que il était estimé à sa juste valeur avant. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu surestimé. Encore là, ça dépend toujours de ses performances, de comment, mais présentement, j'aurais de la difficulté à ne pas dire qu'il est surestimé parce que il nous montre que du mauvais depuis quelque temps, même si il y a eu des bonnes performances de temps en temps. En général, depuis 2 ans, c'est la catastrophe même, là, des mauvaises décisions après de mauvaises décisions. Donc, je dois me mettre un peu d'accord avec lui, ouais. Ouais, parce que moi aussi, je suis légèrement d'accord. Parce que quand
parce que justement, entre Allemagne 2018 et Silverstone 2019, il y a deux courses pour moi qui ont relevé du Sébastien Vettel que je connais. Ça a été Belgique 2018, la course qu'il a gagnée, puis Montréal. Cette année, à part cet incident-là. Ouais, exactement. Et puis pour Vettel, si ça peut l'encourager, il n'y a personne d'autre que je vois chez Ferrari, malheureusement. Donc, c'est peut-être là un peu qu'il va en prendre avantage. Peut-être Ocon, si jamais il se ramasse dans la team Ferrari, donc avec avec Haas l'an prochain, mais on parle beaucoup de Verstappen avec Ferrari. Moi, je n'y crois aucunement. Il y avait eu Ricardo aussi. Ouais, exactement. Ouais, Ricardo, peut-être qui pourrait être tenté par l'expérience, peut-être même du côté de Ferrari, mais Verstappen, je trouve ça qu'on le met absurde qu'on le mette avec Ferrari en voyant que Leclerc est aussi là. Pour moi, ce sont deux personnes qui ne peuvent pas être dans la même écurie pour des raisons évidentes. Donc, oh non, c'est clair parce que je sais que par expérience, Toto Wolff vous l'expliquera, mais avoir deux numéros 1 comme Hamilton et Rosberg, ça peut faire des flamèches. Oui, et déjà là, Rosberg est un pilote avec peut-être moins d'émotion, je dirais, que Verstappen encore. Donc, on voit que ça pourrait pas marcher. Et encore là, moi, je vois Verstappen rester pour longtemps avec Red Bull, justement, dû au manque de place un peu peut-être, autant chez Mercedes que chez Ferrari, mais aussi parce que côté timing, ça va peut-être mal tomber. Verstappen va signer des nouveaux contrats, Hamilton va partir, donc côté timing, ça sera peut-être pas bon pour lui, mais je le vois rester longtemps là. Donc pour Ferrari, c'est peut-être Ocon qui serait peut-être un bon futur pilote pour remplacer peut-être Vettel dans quelques années. On sait jamais, et je ne souhaite pas que Vettel parte de toute façon. Parce qu'il faut le préciser, le contrat de Sébastien Vettel se termine à la fin de la saison 2020. En plus. Mais je pense qu'il faut garder une tête d'affiche un peu comme Vettel pour Ferrari, qui présentement, oui, connaît des difficultés, mais au moment où on se parle, il n'y a personne d'autre, même avec un Vettel avec beaucoup d'erreurs, qui peut prendre sa place. Donc, ça sécurise un peu son baquet, même si en F1, on sait que les contrats n'ont pas d'assurance. Là. Ouais, exactement. Puis, j'ai envie de te poser la question aussi, parce que la Gazzetta dello Sport, le quotidien italien, dit que Ferrari a désormais un nouveau leader qui s'appelle Charles Leclerc, qui est combatif, énergique et a déjà conquis le cœur des tifosi. Et ça, c'est vrai parce que à Montréal, à chaque fois qu'il était en piste, Leclerc recevait plus d'ovations que Sébastien Vettel. Ouais, je l'avais remarqué aussi. C'était beaucoup plus bruyant et on sentait aussi juste sur le circuit qu'il y avait beaucoup de exact, c'était le mot que je cherchais, vers Leclerc beaucoup plus que vers Vettel. Donc j'avais parlé avec aussi il y avait un petit marchand qui faisait, j'ai pas son nom là, je devrais regarder sûrement, je trouve pas son, mais il fait des peintures à chaque Grand Prix du Canada et il me disait justement que Leclerc avait dû en refaire parce que Leclerc avait beaucoup d'attention vers lui. Donc on voit que il est populaire ici, mais en Italie aussi. Oh oui, puis j'ai hâte de voir comment ça va être en Italie dès le mois prochain, en fait en septembre, lorsque la Formule 1 s'arrêtera à Monza. Donc, c'est à suivre, mais avant tout, le Grand Prix d'Allemagne, la course nationale de Sébastien Vettel, est-ce que ce sera l'occasion de chasser le démon d'Allemagne 2018? C'est à suivre, mais en tout cas, on va espérer que du bien pour Sébastien Vettel. Ouais, on espère que son Grand Prix natal va bien aller parce que c'est probablement même son dernier Grand Prix natal qui
même ses performances peut-être sur la piste ont affecté le Grand Prix et c'est peut-être pour ça qu'il n'est plus sur le... Ben, en tout cas, il est encore sur le championnat, mais qu'il perdra peut-être leur Grand Prix. Puis il va... Ouais, c'est ça, donc on lui souhaite vraiment de bien terminer avec ses partisans là-bas et qui n'a... Ouais, c'est ça. Ouais, donc on lui souhaite surtout parce que si jamais le Grand Prix d'Allemagne 2019 devait être le dernier avant un bon bout, peut-être le dernier tout court, ben ils veulent peut-être que ce soit Sébastien Vettel qui remporte la course. Ouais, effectivement. Alors, maintenant qu'on a parlé de Sébastien Vettel, passons maintenant au deuxième sujet de l'épisode, c'est-à-dire Renault. Puisque cette année, Renault se classe actuellement 5e au championnat des constructeurs. Oui, devant Haas, encore une fois, mais derrière McLaren. À pareille date, l'écurie avait 70 points. Cette année, elle en compte presque une trentaine de moins. Et là, avec un nouveau pilote, en Daniel Ricciardo, dont le transfert a fait beaucoup parler l'année dernière, oui. Les résultats ne sont pas aussi présents qu'en 2018. Que se passe-t-il chez Renault, mon cher Marc-André? Toi qui voulais beaucoup parler de Renault la semaine dernière. Effectivement, pour être très clair, j'en ai aucune idée de ce qui se passe de ce côté-là. C'est aussi catastrophique que... Ben, c'est pas aussi catastrophique que Haas, mais il se passe quelque chose là-bas, puis on peine à expliquer un peu la situation qui dernièrement McLaren annonce officiellement que son châssis est meilleur que celui de Renault. On n'avait pas de difficulté à le croire vu les résultats de McLaren contre Renault cette année. Mais moi, j'ai encore de la misère avec la décision de Ricciardo qui, encore une fois cette semaine, qui a affirmé très clairement qu'il était content de son choix. Et pour moi, c'est difficile à croire, encore plus après avoir écouté la série Drive to Survive. Donc, j'ai peine à croire les difficultés présentement de Renault. Ben, moi, personnellement, je sais que Renault connaît des moments difficiles, mais depuis que l'écurie est revenue en Formule 1 en 2016, c'est peut-être la deuxième, peut-être pire performance, pire saison jusqu'à présent. Donc, je me dis, il reste encore beaucoup de courses, il reste encore une dizaine de Grands Prix, mais pour une équipe dont l'objectif était de se retrouver dans le top 3 et même à la limite juste battre Red Bull, puis même gagner des Grands Prix, on est encore loin de l'objectif. Effectivement, et moi je m'attendais au moins à avoir de bonnes performances Ricciardo qui est tellement bon et tellement excellent à ralentir attendre au bon moment pour freiner, pour créer un dépassement. Donc, je m'attendais vraiment à quelque chose de bon de leur côté. Présentement, c'est correct, disons. C'est correct. Puis même le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone était bien pour Ricciardo. Moi, il s'est battu avec les deux pilotes McLaren. Ouais. C'était très bien. Donc, je vois que Ricciardo commence à mieux s'adapter avec la Renault, parce qu'en début d'année, c'était pas mal difficile. Il avait, je pense, à un certain moment, après 5 courses, je pense une 6e place en Chine, mais ça se relevait à ça. Puis sa meilleure performance, c'était à Montréal, où il s'est qualifié à la grande surprise générale 4e. Puis il est resté il a offert une belle lutte à Valtteri Bottas. Puis il a fini dans les points. Donc, je me dis... En même temps, Ricciardo a signé pour un constructeur. C'est pas une équipe privée, donc les ressources au moins vont être là. Donc, moi, j'ai toujours vu Renault comme étant une équipe en progression. Cette année, ça l'est peut-être moins, mais au moins,
au moins l'équipe française a une certaine intention de vraiment remplir leur objectif d'ici 2021, même si ça ne paraît pas aussi réaliste qu'on le pense. Mais est-ce qu'un constructeur comme Renault doit se contenter de l'an prochain, ça va aller mieux, surtout lorsque un acheteur comme McLaren va mieux? J'ai un peu de la misère avec ça aussi. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est peut-être ça aussi qu'il va falloir qu'il fasse attention, Renault. C'est qu'une équipe comme McLaren, justement, McLaren, Racing Point, quand les choses vont mieux aller, là, ou bien Ouais, même, et même Haas, à la limite, ouais, quand ils vont pouvoir, quand tout sera rétabli, là, euh, ce, ce sera ce sera probablement un autre duel. Ils vont devoir regarder autant à gauche, à droite, et même dans leurs angles morts, là, ouais, pour pour voir. réussir à rester devant. Parce que présentement, tu sais, en quelques années, Renault avait l'avantage, un peu à part sur Racing Point, qui était avant Force India, Ouais. mais c'était peut-être la cinquième écurie depuis quelques années. Et pour Même moi, quatrième. McLaren, comment? Et même Et quatrième. même quatrième, oui, effectivement. Et pour moi, McLaren a peut-être une meilleure avenir que Renault dû à leur châssis de cette année. Et on se souviendra que année après année, McLaren affirmait que leur châssis était meilleur que celui de Red Bull et que c'était seulement à cause du moteur et tout. Et cette année, on voit le résultat. On Oui. voit réellement que le châssis est performant. Il manquait peut-être un peu de magie dans cette écurie-là et de se sortir de cette entente, de cette mésentente avec Honda pour bien performer. Et pour moi, je ne vois pas Renault avant McLaren, là. Surtout avec la performance de Sainz et Norris dernièrement. Ouais. Et justement, on parle de performance, mais s'il y en a un qui voudrait bien faire, c'est Nico Hülkenberg. Parce que Oui, on ne l'a pas mentionné durant le podcast, mais il y a une conversation radio qui est apparue après le Grand Prix où l'Allemand était vraiment frustré contre la stratégie de son écurie parce que, oui, il a fini dixième, il a marqué un point, il a profité un peu des difficultés de Norris et d'Albon avec la stratégie pendant la voiture de sécurité, mais Hülkenberg, lui, en a arraché. Et il a même, je pense, si je me souviens bien, il avait dit: essayez de me croire, je vous dis, mes pneus sont à 140 degrés Celsius à mhm, peu près. 140, il y a le mot en F, là, je ne le dirais pas, degrés. Puis, il était pas très content après son écurie. Et là, son contrat se termine à la fin de la présente saison. Donc, Hülkenberg est arrivé avec Renault en 2017 et il a été la pièce maîtresse de la progression de Renault. Il ouais, a, et d'ailleurs, on parle d'Allemagne 2018. L'année dernière, il a terminé cinquième, ce qui était le meilleur résultat de l'écurie en 2018. Donc, moi je me dis, est-ce que on devrait considérer Renault devrait considérer de garder Hülkenberg ou regarder vers d'autres options parce que c'est sûr que d'après moi Renault va tout faire en sorte pour construire son équipe autour de Daniel Ricciardo parce que ils l'ont quand même signé avec beaucoup d'argent là. ouais, exactement. Ils ont mis le paquet pour l'avoir aux dépens de Red Bull. Moi, je pense que Hülkenberg mérite de rester chez Renault. En même temps, Renault devra tout de même regarder leurs options, voir pourrait venir, qui pourrait partir, à Hülkenberg justement. Mais j'ai l'impression qu'Hülkenberg va rester. Et ses prochaines performances nous en diront peut-être plus là, justement avec les prochains mois et tout. Oui, exactement, parce que, comme je l'ai dit, Hülkenberg a été un énorme, a été une pièce maîtresse. Il a marqué,
il a marqué, attendez, depuis le retour en 2016, Hülkenberg a marqué 129 des 226 points de Renault depuis Australie 2016, à date du Grand Prix de Grande-Bretagne 2019. C'est Donc, quand même très bien là en quelques années. Donc, c'est justement pour ça. C'est lorsqu'un pilote fait bien pour ton écurie dans une année difficile, c'est peut-être pas bien de justement regarder seulement les performances de cette année pour en déduire que il n'est plus bon pour l'écurie. Donc, exactement. Puis en plus, si jamais Hülkenberg devait partir, ben là, tout, tout le marché des transferts des pilotes va s'ouvrir parce ouais, que c'est quand même un gros morceau qui ben va oui, partir. Puis un on, par- énorme même. Puis on parlait beaucoup d'Esteban Ocon avec les rumeurs qu'il envoyerait chez As même au Grand Prix d'Allemagne dans la semaine prochaine, mais il y en a qui pensent qu'il pourrait même faire le saut chez Renault l'année prochaine, vu qu'il est un bon jeune pilote, mais il est français aussi, comme l'écurie. Mhm. Ouais, Mais ce serait une bonne option si jamais Renault ne devait pas renouveler le contrat de Hülkenberg. Mais moi, je pense que ce serait une erreur de la part de l'équipe de se départir d'un élément clé comme ça. Parce que, oui, la voiture est pas fameuse, on va se le dire, comme tu l'as dit, c'est un problème de châssis. Mais je pense que c'est une des rares occasions où on a vu Hülkenberg être inconfortable avec la voiture à certaines occasions, où il y a un problème aussi de stratégie, sans s'en rappeler Ferrari. Mais, ouais, mais moi, je crois que si justement tu veux réaliser tes objectifs, même si euh, Hülkenberg a 32 ans, il reste encore un excellent pilote. effectivement. Et je je mentionnerais aussi que, tu sais, oui, Ricardo est signé pour 2 ans, Mhm, mais ça ne l'assure pas pour les prochaines années après son contrat. Tu sais, moi, j'ai senti un peu d'hypocrisie dans le jeu de Ricardo dans les derniers mois, alors que dans la série, tu sais, il disait vraiment que son but ultime était de gagner. Il ne mhm, voulait rien d'autre que le championnat. Euh, et là, il vient signer avec Renault. mhm, Euh, Moi, j'ai vu ça un peu parce qu'il ne voulait pas affronter Verstappen. Il voulait pas être vu comme le deuxième pilote, ce qui, pour moi, n'aurait peut-être pas été le cas, même si Verstappen est le numéro 1 chez Red Bull Honda. Mais j'ai senti un petit peu d'hypocrisie justement dans le jeu de Ricardo. Et pour moi, euh, s'il y a un poste qui se libère chez Ferrari ou Mercedes et que l'intérêt chez les deux clans sont faits, moi je pense que Ricardo va partir tout de suite. Donc pour moi, Renault doit pas compter sur Ricardo tant que ça non plus pour les prochaines années, tant que ça. Donc tu sais, on sait que Hamilton parle un peu de la retraite aussi. Donc s'il réussit à battre Schumacher dans 2 ans, est-ce qu'il va être là encore? Y a-t-il un poste qui va se libérer chez Mercedes? Donc, il y a tout plein de questions de scénarios que Renault doit regarder avant mhm. de mettre à la porte Hülkenberg. Moi, je pense même que ce serait si jamais un volant devait se libérer dans les top teams, par exemple Mercedes, Ferrari ou Red Bull, je pense personnellement que ce serait Hülkenberg qui aurait l'avantage parce que il est perçu comme étant un des meilleurs pilotes à ne pas avoir monté, Gagner encore. Ouais. gagné et même monté sur Et le monter sur podium. un podium. Parce Ouais. que je me souviens, il y a déjà eu des précédents avec Ferrari avec Hülkenberg parce il y a eu genre des discussions avec Hülkenberg a eu des discussions avec Ferrari en 2013 parce que il était chez Sauber qui avait un moteur Ferrari et puis il avait impressionné aussi en fin de saison. Donc il y avait eu des pourparlers comme quoi il avait signé un pré-contrat avant que ce soit Kimi Raikkonen qui revienne chez Ferrari. Euh,
Moi, je pense que si jamais... il y a eu aussi les rumeurs chez Red Bull comme quoi, peut-être pour 2020, Hülkenberg serait le remplaçant Prendrait de... peut-être la place de Gasly, effectivement. Euh, Exactement. Mais je et pense aussi, que... Oui, oui, ouais, vas-y, vas-y. ouais. Et aussi à noter, là, tu parlais de discussion entre Ferrari et Hülkenberg par le passé. On se souviendra que ce qui avait peut-être fait tourner la balance, c'est justement son poids. Donc, Oui, Hülkenberg est très grand et oui, Ferrari, aujourd'hui, ce n'est plus un problème, mais dans le temps, il y a quelques années, ouais. ça l'était, le poids de Hülkenberg est un problème pour les écuries. Donc, c'était les experts ont vu ça comme peut-être la tournure en défaveur pour Hülkenberg, justement. Exactement. Donc, maintenant que le poids, la grandeur n'est plus un problème, s'il voulait regarder les options dans les grosses équipes, là, ça nous donnerait au moins une chance de prouver la vraie valeur d'Hülkenberg, même si à 32 ans, bon, le temps commence à jouer contre lui Ouais. parce que maintenant, il y a toute une jeune génération de pilotes qui arrivent. Donc, lui, il n'est jamais monté sur le podium. Oui, il a gagné les 24 heures du Mans de 2015, mais en Formule 1, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de gagner au moins un Grand Prix. Puis Ouais. là, si jamais il devait signer dans une des trois équipes dans le futur, que ce soit pour 2020 ou bien même 2021, ben, au moins on va voir quel est le vrai Nico Hülkenberg. Mais je Et ne est-ce vois pas son avenir avec Renault dans l'état actuel où sa chambre, ça commence à être chancelant. c'est vrai, mais aussi, est-ce que le bateau aura passé, tu sais, est-ce que le temps aura fait son œuvre et Hülkenberg sera peut-être trop âgé pour bien performer dans les Mhm. grosses teams, justement. Et c'est pour ça que la comparaison entre Ricardo et Hülkenberg vient. Tu sais, les deux ont pas mal le même âge, la même âge. Si je me trompe pas, Ricardo a 31, c'est Ouais, ça? il vient d'avoir Euh, 30 ans. il vient d'avoir 30 ans, donc Ouais. tu sais, Ricardo a déjà prouvé ce qu'il valait. Donc, est-ce que les écuries voudront plus de stabilité et prendront moins de chances? Parce qu'on sait ce que Ricardo vaut. On sait que c'est l'un des meilleurs, même, je dirais peut-être le troisième meilleur pilote même à pareille date là, en considérant que Vettel va moins bien. Ouais. Tu sais, avec ses dépassements incroyables de la dernière saison dans plusieurs grands prix, moi je le considère comme l'un des meilleurs pilotes et je Ouais. pense bien qu'une une écurie de comme Mercedes ou bien même comme Ferrari pourrait être tentée par l'expérience même. Donc plus pour un Ricardo qu'un Oui, de Hülkenberg. mon côté, ça serait beaucoup plus d'un Ricardo, même si je n'ai pas aimé la façon dont il est parti de Red Bull. Ouais. On va lui donner Le bénéfice. l'avantage. Ouais, on va lui donner le bénéfice du doute. Donc, pour Renault, ça va être intéressant à voir comment l'écurie va évoluer parce entame la deuxième moitié de la saison avec le Ouais, Grand Prix d'Allemagne et ensuite la Hongrie. Donc, pour Renault, la lutte pour la quatrième place est toujours active contre McLaren. Il y a 21 points qui les séparent, mais 21 points en Formule 1, ça peut disparaître comme neige au soleil. Ça peut fondre comme neige au soleil. Parlez-en à effectivement. Sébastien Vettel. Et aussi, l'an prochain, le châssis sera très important pour Renault, Oui. puisque les deux nouvelles ajouts, donc le Grand Prix du Vietnam et le Grand Prix aux Pays-Bas, sera probablement des Grands Prix très rapides. Donc, le moteur va faire son œuvre pour McLaren et pour Renault, mais ça va être le châssis qui va déterminer qui va être devant ou bien, à part s'il arrive des catastrophes durant la course, ça va être le châssis qui va déterminer quelle écurie est devant. Donc, Oh oui, oui, oui. Clairement, donc c'est surtout un problème de châssis, le problème ouais, avec Renault. on peut le voir parce qu'ils ont deux très bons pilotes maintenant. Il reste peut-être bien travailler. Et est-ce que Renault sera capable de améliorer aussi son châssis durant la saison? On sait qu'en F1,
c'est la pièce maîtresse dans une saison, c'est le développement constant sans trop affaiblir la voiture pour qu'il y ait une bonne fiabilité. Donc, on verra aussi durant la saison comment la situation chez Renault avancera. Effectivement, c'est à suivre. Alors maintenant, passons au troisième point. C'est le Grand Prix d'Australie qui, cette semaine, a vu son contrat être renouvelé jusqu'en minimum 2025 à Melbourne. Donc, ce qui veut dire qu'en 2025, ce sera le 30e Grand Prix d'Australie sur le circuit de l'Albert Park. Et ça a été même déjà confirmé que le premier Grand Prix de la saison aura lieu à Melbourne le 15 mars Encore 2020. une fois. Encore une fois, donc, depuis 1996, le Grand Prix d'Australie a été la course d'ouverture de la saison, à l'exception de 2006 et de 2010. Moi, personnellement, je suis très content de voir le Grand Prix d'Australie rester. C'est une belle place pour ouvrir la saison de Formule 1 parce que il fait tout le temps beau là-bas. Ouais. Il y a une effervescence exceptionnelle entourant la nouvelle saison et tout ce qu'on peut attendre, en fait, tout ce qui est prévisible, tout ce qui ne l'est pas aussi. Mais disons que le circuit n'est pas à préférer auprès des fans. Moi je l'aime bien. C'est un circuit assez rapide, atypique. Moi aussi. Donc toi aussi, c'est un de tes préférés. Effectivement. C'est un beau circuit malgré tout. Autant lorsque tu joues sur F1, Oui. sur différents, soit le 2016, 2017, 2018 ou même le 2019, mais c'est toujours un circuit qui est difficile au début parce que tu viens de recommencer à jouer et il y a toujours des virages piégeux, rapides, donc ça peut être plaisant autant pour les pilotes que pour les fans lorsqu'on débute cette saison. Et même de mon côté, ça m'étonne que ce soit seulement une renouvelation pour 2025 Oui. et non pour plus longtemps. C'est parce qu'on se souviendra que le Canada a eu une assurance jusqu'en 2029. Et qui donc, représente actuellement le contrat le plus long du calendrier. Oui, exactement. Et ça m'étonne beaucoup que l'Australie n'ait pas un contrat aussi long en vertu, vu que c'est un Grand Prix qui est très aimé par tout le monde. C'est peut-être aussi les promoteurs qui ont décidé ainsi du temps, mais ça m'étonne justement de ne pas avoir eu un contrat plus long. Ben, on dit 2025, mais ils disent minimum. Donc, Minimum, ouais, exactement. Donc, ça peut aller jusqu'à limite 2029-2030, on va dire, mais c'est le fait qu'on... en fait, la vérité, c'est que le contrat du Grand Prix d'Australie se terminait en 2023, mais les discussions avec le gouvernement australien, le gouvernement de la région de Victoria où se trouve Melbourne, a décidé de prolonger l'expérience jusqu'en 2025, probablement pour célébrer 30 ans de Formule 1 à Melbourne, mais parce que peut-être même 40 ans de Formule 1 en Australie, Ouais. parce que la Formule 1 était en Australie depuis 85 ou 86, mais c'était à Adelaide pendant un certain temps, pendant 10 ans. Donc, il y a une énorme confiance, une énorme popularité en Australie pour la Formule 1. Donc, c'est bien de voir au moins des pays garder cet élan de popularité. Ouais. Et surtout, on parlait de l'Allemagne. Oui, ça n'allait pas très bien. Le Grand Prix de l'année dernière, qui était revenu au calendrier après sa pause annuelle de 2 ans, c'était rempli, mais le Grand Prix d'Allemagne, personnellement, va disparaître du calendrier, comme celui d'Espagne. Exactement. Donc, et pourtant, ce sont deux Grands Prix qui sont classiques, où, par exemple, la popularité, surtout avec les performances en Espagne, les performances de Carlos Sainz cette année font en sorte que
il fait tourner beaucoup de têtes, même si on pleure encore le départ de Fernando Alonso de la Formule 1. Ouais. Mais je trouve que, tu vois, au moins en Australie, il y a une pérennité, il y a une continuité. Et je me posais la même question en même temps que tu parlais. Est-ce que les promoteurs de l'Australie ont peut-être peur d'un départ de Ricardo bientôt? Tu sais, Ricardo est pas proche de la retraite non plus, mais est-ce qu'ils pensent peut-être que la popularité du Grand Prix tient beaucoup sur Ricardo, peut-être un gars de la place qui est énergique, toujours souriant. Les gens aiment Ricardo. Est-ce que ce sont pour ça qu'ils se déplacent en F1? C'est au Grand Prix. Peut-être que les promoteurs voient ça de ce côté-là aussi, seulement en assurance. Donc, c'est pour ça aussi que le contrat est pas aussi long que je croyais. Ouais, peut-être. Peut-être que Ricardo... C'est sûr que Ricardo joue une grande importance à la popularité du Grand Prix d'Australie, mais personnellement, je ne pense pas que Ricardo soit la raison principale, parce que je pense que le Grand Prix d'Australie, même après... peut-être même après des années euh, d'incertitude et de doutes concernant... comment j'avais le mot, mais des doutes concernant... La participation, peut-être? Oui, il y a la participation, mais aussi... c'est ça, les revenus. Les revenus, Ouais, c'est ok, ça. ouais. Les revenus, comme on en parle beaucoup avec le Grand Prix du Canada Eh ici oui. à Montréal, c'est la même Et chose en Australie. exactement. Et tu sais, dans l'ère Bernie, c'était toujours ça. Euh, on négociait beaucoup sur la menace, alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la liberté. Ça me tombe bien avec le nom Liberty Media, mais on est beaucoup plus mollo, je dirais. Tu sais, on négocie calmement, on ne sort pas dans les médias trop tôt. On sort lorsque le moment est venu de signer ou de sortir une nouvelle, mais on ne négocie plus à la Bernie. Donc, je suis content de que cette ère-là soit terminée de ce côté. Et ça permet aux promoteurs, je pense, d'être beaucoup plus... tranquille. De voir beaucoup plus loin. Ouais. Donc, de permettre à leur événement d'être encore meilleur que ce qu'elle l'était l'année précédente. Là. Exactement. Donc, on sait déjà que pour l'Australie, c'est coulé dans le béton, comme le Canada. On sait aussi que c'est coulé dans le béton pour la date du 15 mars 2020, la première course de la saison 2020 de Formule 1. Mais c'est à savoir s'il y aura 21 courses où on va avoir les Grands Prix d'Allemagne et d'Espagne. Ou bien même le Mexique, oui, parce qu'on a beaucoup parlé d'Allemagne et d'Espagne qui pourraient disparaître, effectivement. Moi, j'espère que le Mexique disparaîtra pas. C'est tellement un Grand Prix que j'apprécie depuis les années où il est dans le calendrier. Pour la simple bonne raison de voir les véhicules passer dans le stade. Je trouve ça tellement merveilleux. Du monde, c'est toujours bruyant, donc j'espère tellement pas que ce Grand Prix va disparaître. Puis aussi, ce petit tracé est intéressant pour les fans et pour les pilotes aussi. Et surtout parce qu'il y a Sergio Perez aussi, qui est là pour encore quelques années, mais ça évidemment, ça reste à voir parce que pour l'instant, dernière nouvelle, Liberty Media est en train de négocier avec le gouvernement mexicain et les promoteurs pour garder le Grand Prix du Mexique dans le calendrier 2020 et peut-être même un peu plus longtemps, mais ce serait, contrairement à l'Allemagne et l'Espagne, une énorme surprise. Ouais, une énorme surprise, mais aussi une grosse perte parce que personnellement, l'Espagne peut partir, ça, on ne pleurera pas. L'Allemagne, à la limite, parce que Hockenheim, c'est un très beau circuit avec une grande culture, avec Schumacher, F1, Mercedes, Vettel et tout. Mais ça ferait mal, mais compte tenu de la situation, ce serait aussi une légère perte. Et est-ce que tu penses que les essais libres vont rester en Espagne ou ils iront ailleurs pour
pour ses essais hivernaux, en fait, je parle. Ça va rester à Barcelone parce que Barcelone, c'est un circuit parfait pour les tests, Ouais, mais pas un circuit parfait pour le Grand Prix, en fait. exactement. Pour le spectacle et tout, c'est pas optimal, justement, pour un, un Grand Prix comme on a eu dans les 2 derniers, là, qui était explosif, spectaculaire, et on manque de mots pour les démontrer, là. Je me suis ennuyé solide pendant le Grand Ah Prix. ouais, moi aussi. Plusieurs Grands Prix d'Espagne. Moi Mais bon, aussi. on verra C'est, ça. on tourne la page. On tourne la page, mais on verra surtout qu'est-ce qu'il adviendra parce que il y a le calendrier provisoire qui devrait bientôt sortir. En principe, c'est vers le mois d'août ou peut-être même au retour des vacances, mais ça, c'est un dossier à suivre. J'ai très hâte de voir aussi le calendrier, puisque je prépare peut-être un voyage pour aller faire quelques grands prix du Verstappen Travel. Donc, Oui. pour être entouré de orange, pour être dans la vague orange. Et puis, j'espère qu'il y aurait peut-être un grand prix proche d'Autriche. Tu sais, du côté calendrier, j'ai l'impression qu'ils seront tous très décalés d'un mois. Mais Ouais. j'ai hâte de voir. Ben, moi, je pourrais te dire, si jamais c'est le cas, réserve ta date pour le mois de mai pour le Grand Prix des Pays-Bas. Ouais, exactement. Ouais, c'est certain. C'est certain que j'espère peut-être être là. En même temps, les études, ça coûte cher. Donc, je vais voir, mais c'est certain que je veux assister à un Grand Prix aux Pays-Bas. J'ai hâte de voir aussi combien de tribunes ils réserveront. Parce que on sait que en Autriche, en Hongrie et en Belgique, il y a toujours des tribunes qui sont réservées à Verstappen, mais j'ai hâte de voir le nombre de tribunes réservées à lui aux Pays-Bas. D'après moi, toutes les tribunes vont être Ouais, orange. effectivement. Ok, peut-être un peu de bleu parce que Verstappen va être encore avec Red Bull, mais Ouais, je peut-être. pense que Ça va être orange en masse, là. Je pense que même ça va être trop orange, peut-être. Pour la vue, là. un peu oui. Un peu oui. Alors, on a maintenant fini de parler de la Formule 1. On va maintenant passer à notre segment en route vers la F1, puisque il n'y avait pas de Formule 2 ni de Formule 3, mais il y avait la W Series qui se transportait justement aux Pays-Bas, mais pas à Zandvoort, plutôt à Assen, aux Pays-Bas, qui est un circuit qui est surtout reconnu pour ses courses de moto. D'ailleurs, la MotoGP était là il y a quelques semaines. Donc là, c'est au tour de la W Series et de la DTM d'être là. Et c'était aussi le terrain de jeu local pour Badski Veste qui tentait de... qui tentait de ramener le championnat, la lutte au championnat jusqu'à la dernière course qui aura lieu à Brands Hatch le 11 août. Et on peut dire que c'est mission accomplie puisque elle a terminé 4e derrière Jamie Chadwick qui mène le championnat. Donc, il y a 13 points qui séparent la Britannique de la Néerlandaise avant l'épreuve de Brands Hatch en Grande-Bretagne. Mais c'est la Finlandaise Emma Kimiläinen qui a remporté l'épreuve. Elle qui était partie en pole position, mais qui a perdu le premier rang aux dépens de la Britannique Alice Powell, qui a mené une bonne partie de la course avant de partir à la faute et de laisser sa place à la détentrice de la pole position. Mais le premier tour a été mouvementé, entre autres avec un accrochage entre la Sud-Africaine Tasmin Pepper et la Japonaise Miki Koyama, entraînant la présence de la voiture de sécurité en piste. Mais sinon, c'était une course excitante que vous pouvez regarder d'ailleurs sur Facebook, vu comme on n'a pas les droits de diffusion. Il n'y a aucune chaîne en fait qui diffuse la série au Canada. Vous pouvez regarder ça sur Facebook ou bien même sur Twitter si vous avez un compte Twitter. Donc, c'est un très bon championnat en plus. Puis, il y avait même une course de démonstration, donc hors championnat. Et c'est la Torontoise Megan Gilks qui a remporté l'épreuve par
Combien tu veux deviner? 0.003, c'est ça? En plein dans le mille. Devant Alice Powell, alors que c'était une course qui était en fait une démonstration où on a inversé un peu la grille de départ. Je pense que c'était selon l'ordre du championnat inverse. Donc, Gilks a mené une bonne partie de l'épreuve et en plus, elle n'avait pas participé à l'épreuve de Norrisring en Allemagne il y a 2 semaines. Elle qui n'avait pas eu les temps requis pour participer à l'épreuve. Donc, même si c'est une course qui ne comptait pas, Gilks aura eu la chance de remporter une épreuve dans la W Series. Et Et oui, vas-y. vas-y, continue. Ben c'est ça, tu m'as fait apprendre un peu, même je dirais, tu sais, découvert cette série. J'en avais un petit peu entendu parler, mais je l'avais jamais écouté. Et cette semaine, tu m'avais dit qu'on allait en parler, donc j'ai écouté le Grand Prix. Je me suis informé un peu sur les différents sites et j'ai adoré vraiment la course. Très envoûtant, beaucoup d'action aussi sur la piste. J'aime aussi le fait que les voitures aient la même puissance. Donc déjà là, Oui. c'est intéressant à voir. Et tu m'as fait comprendre plus tôt que les ingénieurs changeaient à chaque course. Donc tu vas être meilleur pour me l'expliquer, mais j'ai adoré ce fait sur la W Series. Oui, en fait, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette série, ce sont des monoplaces de T-Formule 3. Donc, ce sont des monoplaces, ce sont les mêmes monoplaces avec les mêmes moteurs, les mêmes spécifications. Mais au fur et à mesure, je pense que c'est à chaque séance ou bien même à chaque fin de semaine, les pilotes ont différents ingénieurs en fait, pour qu'elles développent leur feedback. Parce qu'on a souvent reproché, par exemple, à Lance Stroll de manquer de feedback. Et c'est ce qui est important en course automobile, c'est de donner du retour aux ingénieurs pour pouvoir effectuer les réglages possibles pour aller chercher même un millième, un dixième qui va vous permettre d'aller chercher la victoire ou bien même les points requis pour Des points importants. des points importants exactement. Donc, c'est ça aussi qu'on veut développer dans cette série. En plus de, évidemment, avoir une visibilité importante pour dire que les femmes peuvent aussi courser dans la course automobile. J'en ai vu plusieurs, justement. Jamie Chadwick, je l'ai vu dans des séries juniors. Alice Powell, Vicky Peria étaient en GP3, qui aujourd'hui sont en Formule 3 il y a quelques années. Baitsky Vessa aussi, je l'ai vu euh, dans des séries juniors aussi il y a quelques années. Donc, il y en a beaucoup qui se démarquent. Et en plus, on a appris que dès l'année prochaine, la W Series va octroyer des points de super licence auprès de la FIA. Donc, ça va compter pour celles qui veulent aller plus loin, même aller en Formule 1. Et Parce ça, c'est que très important là, à noter là, que ça va changer un peu peut-être la situation des femmes en Formule 1 qui, en tant que pilote, parce qu'on sait que les ingénieurs commencent à prendre plus de place, on commence à les voir davantage et on aime ça voir ça. Là. oui, exactement, parce que tu parles d'ingénieurs, on a même des patrons, parce qu'il y a Claire Oui, Williams aussi, il y avait oui, effectivement. Il y a eu aussi Monisha Kaltenborn, qui était la directrice sportive chez Sauber pendant un certain temps, avant qu'elle ne démissionne. Donc, on voit, il y a un peu plus de femmes en Formule 1 et je pense que c'est bien pour avoir une certaine parité, une certaine équité. Et c'est surtout ça qui a été le mot d'ordre, surtout qu'on sort d'une Coupe du Monde féminine dont la parité, l'équité a été un mot très Ouais, important. Donc, effectivement. la course automobile, d'après moi, il reste encore un sport très masculin. Il y a beaucoup d'hommes et les femmes sont très peu représentées. Puis à chaque fois qu'on dit, oh, on veut voir un peu plus de femmes, ben là, on dit, ben là, c'est tout le temps pour des questions physiques. Ça peut être Ouais, vrai, exactement.
ça peut être vrai en certaines parties, mais on est rendu. Elles sont capables de faire les trucs de la bonne manière. Et c'est ça que je veux voir aussi. Et je pense que le changement n'est pas seulement pour faire bonne image auprès des gens, c'est aussi parce que présentement, je pense qu'on préconise beaucoup plus en F1 le talent et l'utilité d'une personne en Formule 1, soit en tant qu'ingénieur et tout, que sur le physique d'une personne. Donc, c'est important aussi de prendre la meilleure. On parle souvent en politique de ça. Oui. C'est l'équité entre les femmes et les hommes. Pour moi, il faut toujours prendre la meilleure personne. Et présentement, à F1, on voit beaucoup plus ça qu'avant. Et on n'a pas Ouais. fini de voir ça aussi, là. Exactement. Puis, je pense on en parlait un peu hors d'onde, mais je sais pas si tu l'as remarqué, mais maintenant il n'y a plus de Great Girls, Non, exactement. à part la Russie, parce que On ils ont connaît la encore situation. on connaît la situation, ils ont encore une certaine mentalité, on n'ira pas là-dedans, Non. mais il y a plus de Great Girls. C'est Et rendu des jeunes pilotes en karting et justement on en parlait en ronde. Je pense que ça va être bon pour autant le futur de la F1 aussi, parce que tu me mentionnais que tu sais, les jeunes pilotes veulent être entourés de leur idole et leur performance pourrait être affectée par ça et de façon positive, là. oui, exactement. Donc, amène une jeune fille qui est intéressée par la course automobile à rencontrer leur pilote favori, que ce soit en W Series comme ce soit dans n'importe quelle autre discipline. Elle va être motivée à continuer. Exactement. Et C'est sûr, ça. Lorsque tu peux toucher un peu à ce que tu aimes, lorsque tu peux tenter de te rapprocher un peu de ce que tu aimes, c'est la passion vient prendre beaucoup de place et te motive à dire, regarde, moi aussi, j'ai pu vivre tout ça et je veux le vivre plus tard. Donc, pour ces jeunes-là, c'est génial d'avoir pris cette décision-là. oh oui, puis on ne se limitera et j'espère qu'un jour on ne se limitera plus à dire ben on va dire que les femmes ne sont pas capables d'accéder à la Formule 1. Je le souhaite de mon vivant voir une femme disputer une saison complète en Formule 1. Ouais. Je l'avais dit la première fois que j'ai évoqué la W Series, j'ai dit un jour, j'espère qu'on va voir une femme disputer une saison complète en Formule 1. Je Parce pense que que ça s'en vient. je pense que ça s'en vient. Je sais que il y a probablement Jamie Chadwick qui est probablement celle dont le nom ressort le plus parce qu'elle est très talentueuse. Et je pense qu'elle prend beaucoup de place aussi dans les médias. Tu sais, en regardant un peu les sites où elle n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, c'est sûr que elle, elle est vue beaucoup. Donc, je pense que ça pourrait l'aider un petit peu plus que les autres de son côté. Mais c'est question de talent. Donc, si c'est la meilleure, ça doit être elle qui passe. Et je pense que ça s'en vient justement dans son cas, ou bien dans le cas d'un autre. Exactement. Et j'espère que maintenant, en 2019, on va comprendre que les femmes ont aussi leur place dans la course automobile. Ce qui est le cas, mais c'est que c'est fini les préjugés, tous les stéréotypes, par exemple, que la femme elle doit être l'objet, comme on voit par exemple sur Crescent, quand Ouais. on vient le moment du Grand Prix du Canada, là où je vois les femmes, même si ce sont des mannequins, et à chaque fois on revient toujours avec le fameux débat de la prostitution et tout. À chaque Grand Prix, c'est la même épisode qui revient. Donc, Exactement. Donc, j'espère qu'on va éliminer tout ça et qu'on va se concentrer sur le fait qu'il y a des femmes en Formule 1, il y a des femmes en course automobile et il y en a beaucoup dans d'autres catégories aussi qui sont exceptionnelles. Entre autres en endurance, il y en a qui sont, qui sont excellentes. Je pense entre autres, il y a je pense que je vais pas me tromper, mais Christina Nielsen qui est en endurance dans la catégorie Tour GT, qui est une des meilleures pilotes
Uh-huh. en GT. Donc, j'espère qu'on verra ça un jour dans la catégorie reine de la Formule 1. Je mets l'accent sur le mot reine. On espère, on espère. Je pense que ça s'en vient, mais faut aussi peut-être être patient. Il y a encore des vieilles têtes, donc Oui, des gens puissants qui ont des opinions encore de la vieille école. Donc, Jeremy je Clarkson. pense qu'il y a aussi une évolution à faire en Formule 1, autant dans les stratégies et tout, mais aussi dans les personnes qui occupent des postes. Il va y avoir un roulement à un moment donné, et je pense qu'à ce moment-là, il va y avoir un trou, il va y avoir un espace aussi pour les femmes, même si aujourd'hui il devrait avoir de l'espace pour eux, mais justement il y a encore beaucoup de gens puissants qui ont des avis contraires, disons-le. Oh oui. Puis que ça prenne le... Peu importe le temps que ça prend, là, ben, on va espérer que le changement soit fait et soit remarqué. Et il y a aussi le fait, en terminant, il y a aussi le fait que on attend peut-être d'autres écuries. Donc, ça veut dire d'autres gens qui n'étaient pas de la vieille école, justement. Oui. Tu sais, avec Az, qui a amené une autre approche dans la construction de la voiture et aussi dans la construction des idées, dans ce qu'ils disent aussi, qui sont souvent... on dit tout. On ne garde rien tant que ça. Beaucoup de transparence et tout. Donc, je pense que s'il y a de nouvelles écuries, on parle beaucoup de Porsche dernièrement et tout, je pense que ça aussi, ça peut amener de la place peut-être encore plus pour les femmes, là, justement. Oh oui, exactement. Et puis, je me le souhaite. Je nous le souhaite, Ouais, mais il y a encore place à débat concernant la place de la femme en Formule 1, puis je pense que c'est très nécessaire. ouais, effectivement. Alors, sur ce, on va terminer cet épisode du Bulletin F1 qui était riche en débats, on va dire, Bien rempli. bien rempli. Donc, on sera là la semaine prochaine et même la semaine d'après parce que il s'agit on aura le droit à un autre programme double en Formule 1, commençant d'abord avec le Grand Prix d'Allemagne qui aura lieu à Hockenheim. Et ensuite, la semaine d'après, ce sera le Grand Prix d'Hongrie. Avant les grandes vacances où il y aura un mois de congé pour la Formule 1 avant de revenir en Belgique au début du mois de septembre. Une période qui sont supposées être en congé, mais c'est toujours la période la plus comment qu'on pourrait dire ça, importante en rumeurs. Donc, Ah oui, les fameuses rumeurs concernant les changements de pilotes. Ça, je suis toujours curieux de voir ce que les pilotes font pendant leurs vacances. Pour décrocher, c'est important pour eux de complètement décrocher, d'être avec leur famille. Mais les rumeurs doivent toujours leur revenir un peu en arrière de la tête. Donc, j'espère que cette année, ce sera peut-être un petit peu plus tranquille. Autant pour nous, ça, ça nous donne un peu de jus quand il y en a pas trop, mais en même temps, ouais, on souhaite aux pilotes de complètement partir en vacances. Les ingénieurs aussi, ils font tellement du gros travail. Les mécaniciens aussi qui ne voient pas beaucoup leur famille, qui ont un rôle tellement important. Mais pendant ce mois-là, c'est important que tout ce monde-là peuvent décrocher complètement, de passer du bon temps avec leur famille et de penser à autre chose que la victoire et la voiture. exactement. Surtout que la saison est longue. C'est 21 courses, puis en plus, on finit le 1er décembre. Donc, Effectivement, on finit plus tard encore que c'était, et on commence plus tôt encore que cette année. On commence le 15 mars, si je me trompe pas. Cette exactement. année, on avait commencé le 25 mars, donc une semaine plus tôt, ce qui veut dire que les essais vont être encore plus tôt. Donc, ça Ouais. laisse encore moins de congés aux gens Qui vont travailler dans l'univers de la Formule 1. qui sont durant l'hiver. Excellent. Donc, on reviendra avant les grandes vacances sur ces deux grands prix. Donc, vous pouvez lire nos chroniques
sur bulletinf1.com, notre site web officiel. On va avoir notre avant-course du Grand Prix d'Allemagne, le bulletin de notes. Évidemment, on va même avoir quelques chroniques si on peut entre deux Grands Prix et peut-être même pendant les vacances. Mais entre-temps, on a notre podcast qui est disponible sur notre site web, bulletinf1.com, ainsi que sur Balado Québec, notre hébergeur pour les podcasts. Sinon, Qui fait un excellent travail en passant. J'ai la chance d'écouter beaucoup de podcasts et ce site-là est génial pour ça, pour découvrir aussi d'autres podcasts qui sont très intéressants, autant humoristiques que sportifs. Donc, on lui lève notre chapeau. Oui, exactement. Puis si vous voulez démarrer un podcast, ben c'est tout à fait. Il faut juste créer un compte, puis Exactement. c'est tout à fait gratuit. Donc, nous, c'est ce qu'on utilise pour comme hébergeur. Puis en plus, avec le fil RSS, vous pouvez écouter nos épisodes sur Apple Podcast, Google Play Music, Spotify, Stitcher et TuneIn. Donc, grâce à Balado Québec, on peut héberger nos épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, c'est ce qui complète l'épisode numéro 13. Et cette fois-ci, c'était pas un épisode malchanceux. On a réussi à compléter sans aucun problème. Un petit problème au début lorsqu'on parlait de Vettel, mais ça s'est réglé très rapidement. Ouais. Donc, non, on a été chanceux malgré le numéro 13 qui était... Mais c'est comme qu'on disait, on a peut-être eu le numéro 13 aux derniers épisodes. Là. Exactement. Exactement. Puis je vais terminer là-dessus comme mot de la fin. À part Maldonado, il y a 2 pilotes qui ont porté le numéro 13 parce que c'est un numéro qui est jugé malchanceux, mais 2 pilotes ont porté le numéro 13 à part Maldonado, puis les 2 ont même pas complété un Grand Prix. Donc, c'est peut-être le numéro 13 qui amène ça. Même si, dans son cas, il est quand même encore aujourd'hui le dernier vainqueur d'un Grand Prix pour Williams. Mais on a vu que ça l'a pas mené très loin, disons, dans les courses. Exactement. Donc, pour nous, au bulletin F1, le 13 a été chanceux. Effectivement. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez laisser un commentaire, une note, vous pouvez le faire. On est toujours disponible sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, le bulletin F1, sur Facebook, bulletin F1 et sur notre site bulletin F1. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Grand Prix d'Allemagne. Marc-André, un gros merci d'avoir été là. Merci à toi encore, Abdou. Puis on va retrouver aussi Brian Ouimet qui devrait être là pour lors du prochain Grand Prix. Exactement. Et puis profitez du beau temps, il va faire beau. C'est le début de la semaine des vacances de la construction. Donc profitez en masse des 2 semaines, surtout qu'il y a de la F1. Alors on continue toujours de rouler avec le bulletin F1 et profitez du beau temps. Salut tout le monde! Salut à tous! Salut Abdou! Salut Marc-André!